Les premiers centres d'archives ont souvent été consacrés à des grands hommes, oubliant un petit peu le caractère collectif, les réseaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que même quand un fonds a été constitué autour d'un créateur érigé comme une sorte de génie individuel ou pour répondre à un projet national, à chaque fois, la constitution d'archives comporte en elle-même la conjuration de cette première volonté, puisque grâce aux archives, on va pouvoir dépasser la personnalité individuelle du créateur, la dimension purement nationale. En revenant aux archives, on peut faire réapparaître le réseau, les échanges entre les créateurs, les échanges entre les pays. Donc je crois que vraiment, il y avait quelque chose de très fort. Pardon, unissant, je n'ai pas d'eau, donc unissant vos communications. Mais je ne vais pas parler plus longtemps parce qu'on a eu un petit décalage temporel ce matin. On a le temps d'échange avec la salle a été prévu entre midi et midi et quart, mais je pense que on peut se donner de toute façon le temps qui était prévu à l'origine en allant jusqu'à midi et demi. Donc je cède la parole tout de suite à la salle. Et je vois que Nathalie tout de suite. Merci parce qu'on souhaitait réellement que cette première séance introductive nous permette de construire un socle, donc à la fois terminologique, sur les notions d'histoire, une histoire européenne. Michel Espagne a réintroduit un singulier, un singulier neutre, classe archive. Pierre ce matin avait parlé en tant qu'italianiste de l'archivio, là aussi c'est un autre singulier, parce que voilà, les singuliers sont pas rares finalement, sont moins rares qu'on le pense. Alors moi j'ai une question et c'est dommage. Et oui, c'est dommage parce que moi j'ai été étonnée par, alors c'est très bien quand il y a des mots qui fâchent, la question bibliothèque archive. Et ça m'a fait rire parce que je vais vous dire une chose, c'est que quand il travaille sur les mails de Jean-Jacques Rousseau, eh bien je ne travaille que dans des bibliothèques. Je vais à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque de Genève, à la Bibliothèque publique de Neuchâtel, à la Morgan Library de New York, etc. Je ne vais que dans des bibliothèques. Donc, où sont les archives? Et notamment, la question des archives littéraires, on était placé à la fin du XVIIIe siècle avec la dernière communication. La question de où vont les manuscrits des écrivains, donc qui sont un des corpus des manuscrits de la création dont il sera question dans ces journées. Où vont-ils? Il y a eu un réel problème historiquement à la fin du XVIIIe siècle. On ne savait pas bien où ils ont été distribués et Camus a eu un rôle très très important à cette époque-là. Ils ont été distribués, ils ont été sauvés bien souvent de pertes, de destruction, de triage aussi assez criminels. Donc, où les mettre? Alors, il y a des effets de tout ça qui sont un peu assez paradoxaux. Il y a les manuscrits Madame d'Épinay qui sont pour une part dans des archives, effectivement, et pour une part dans des bibliothèques. Donc, c'est des corpus qui sont écartelés. Voilà, donc les archives ne sont pas que dans les archives avec un A majuscule, puisque le code de l'Europe, ou je ne sais plus de quelle instance européenne, nous conseille, en français en tout cas, d'utiliser un A majuscule pour parler des lieux. Il était important de parler des lieux, mais les archives avec un petit a sont, elles, dans des endroits qui ne sont pas systématiquement des archives avec des grands A. Bonjour, merci pour vos éclairages. Et je voudrais aussi revenir sur ce que vient d'être dit par rapport à la question des bibliothèques et archives. Et étant donné que dans des lieux qui n'ont pas une tradition très longue, archivistique justement, mais qui ont une tradition peut-être bibliothécologique, je ne sais pas comment le dire en français. Et l'archivage même des archives a été fait avec les modèles de la bibliothèque. Et donc les codes, les logiciels et la façon de stocker, la façon de nommer les employés même des archives sont des gens qui sont habitués au livre, pas à l'outil du manuscrit, par exemple. Il y a d'autres archives, non? Évidemment, d'autres supports, mais c'est les livres qui donnent, disons, on va dire, les modèles pour tout ce qui est autour. Et ça introduit des logiques un peu, on va dire, empiriques, mais aussi des procédés qui sont très, parfois même nuisibles, parce que il y a un certain mépris dans cette culture du livre de ce qui pas
fait comme un livre, de ce qui n'est pas une folie, on va dire, ce qui n'est pas, disons, décrit comme un livre. Et donc, il y a quelque chose dans cette, on va dire, vie double de ces archives-là, qui en plus ont la question du lieu aussi, qui est assez trouble, l'architecture, la question de l'archive, et qui introduit des tas on va dire, des problèmes, parce que c'est comme ça. Voilà, j'ai vu et j'ai essayé de convaincre des gens qui ont été formés en bibliothécologie de ne pas jeter des papiers qui ressemblaient pas à quelque chose d'important. Et je crois que les personnes qui avons travaillé notamment dans des pays du tiers-monde qui n'ont pas une tradition archivistique très, très, très forte, et en plus, surtout d'archives littéraires ou artistiques ou culturelles, voyons ça d'une façon très, très profonde et très, très violente même, au point de vue même du geste de jeter des choses. Non. Donc, je voulais juste faire un peu d'emphase sur ces questions qui me semblent très, très intéressantes. Merci. Merci beaucoup. Cette matinée était très, très riche et instructive. Je rebondis sur les 2 dernières remarques pour dire qu'en anthropologie, le lieu des archives, c'est le musée. Et que je voulais aussi faire cette remarque seconde, que c'est pas seulement l'histoire littéraire, c'est aussi l'histoire scientifique. Et donc il y a un lieu de l'histoire scientifique qui peut être le musée scientifique, et il y a un support de l'histoire scientifique qui est le journal de recherche, qui est aussi le support de l'histoire de l'anthropologie. Voilà. Je vous remercie pour ces différentes remarques qui nous amènent à penser à la fois la polysémie du terme et toujours cet effet de contenu et contenant. Et en même temps, je crois que tout ce qui a été dit pointe aussi des différences institutionnelles qui tiennent à l'histoire des nations, à l'histoire de la constitution des institutions. Et alors c'est pas réductible évidemment à ce phénomène, mais aussi à une plus ou moins grande centralisation qui va rendre les institutions plus ou moins monopolistiques ou favoriser des fléchages entre elles dans cette fonction de conservation. Et c'est vrai qu'on est tout à fait frappé par ce que vous avez dit, Michel Espagne, sur les initiatives de création d'archives, voilà, dans un contexte qui n'est pas celui d'un contexte de centralisation administrative, versus un modèle où l'institution prend en charge dès l'origine, et où l'enjeu, ça va être plutôt de se départager. C'est-à-dire que l'histoire, la conservation du patrimoine écrit en France, c'est qui prend quoi, pardon, hein, c'est qu'est-ce qui va aller dans les bibliothèques et qu'est-ce qui va aller dans les archives, sachant que ce partage des eaux, pardonnez-moi, il est susceptible d'être rejoué et d'être remis en cause entre la Révolution et les années 1870. Il se produit quand même 2 grands moments de redirection d'un certain nombre de fonds et de collections, qui expliquent qu'entre les 2 grandes institutions nationales, les archives nationales et la bibliothèque nationale, le chaînage entre les 2, si je puis me permettre, n'est pas complètement rectiligne. Alors la remarque générale sur le partage entre bibliothèque et archives, moi je me suis efforcé simplement de reproduire la théorie de Dilthey, considérant que par rapport aux bibliothèques, les archives apportaient du vivant. Alors, il est clair que quand on regarde un petit peu l'histoire, on s'aperçoit certes que la différence entre archives historiques, disons, et archives littéraires, elle est un peu artificielle, mais on s'aperçoit aussi que l'école des Chartes forme à la fois des bibliothécaires et des archivistes. Donc la proximité est absolument évidente. Je me suis demandé si on essaie de prendre l'histoire dans la très longue durée et qu'on pense à quelque chose comme la bibliothèque d'Alexandrie. C'est un peu mythique, mais enfin ça a existé. C'est un centre d'archives où c'est une bibliothèque. Et c'est un peu dans ce contexte que je voulais demander à Mme Zaccarello, qui s'est un peu censurée, bon, on est tous limités par le temps, sur l'Inde.
je trouverais très intéressant de voir comment sont constituées les archives en Inde, parce qu'on imagine bien que l'Angleterre a apporté ses ordres et ses systèmes personnels. Mais l'Inde n'était pas une feuille vierge, il existe une vieille tradition. Et comment s'est opérée la rencontre et le mariage de ces deux traditions? Est-ce que vous pouvez avoir des idées là-dessus? Merci beaucoup. J'avais aussi une question pour vous. Je vais voir si j'ai le temps, comme j'ai cette chance de pouvoir vous poser une question. Mais tout d'abord, oui, alors déjà par rapport à l'Inde, une chose qui m'est venue à l'esprit pendant qu'Elsa parlait, c'est que justement j'avais organisé une série de workshops What is an Archive in India and Europe, et un des épisodes de cette série était co-organisé par justement les archives de l'institution de recherche plutôt en sciences dites dures. Et du coup, nous nous sommes retrouvés à avoir beaucoup de présentations justement que venaient de conservateurs de musées de l'histoire des sciences, par exemple, pour voir à quel point toutes ces étiquettes sont hybrides. Pour l'Inde, je n'ai pas la prétention de pouvoir trancher sur une question si complexe. Ce que je peux dire, voilà, bottom-up de mon expérience, c'est qu'en effet, il y a d'abord quelque chose de très glissant quand on discute la question de l'archive et des archives en Inde, du fait évidemment des enjeux coloniaux et du fait que donc il y a tout d'abord une première réaction très critique quand on amène le sujet, tout en sachant que les questions postcoloniales en ces moments font aussi l'objet des tensions internes à l'intelligentsia indienne, et que donc tout cela est très très glissant. Et évidemment, un élément que j'avais proposé pour essayer de traverser ces continents très variés, très multiples, très hétérogènes, c'est justement de réfléchir sur la fonction archive, qui n'est pas tout à fait ce que Mbembe, je citais la fonction de l'archive comme une expression propre à Achille Mbembe, mais ce que j'ai entendu, c'était justement de pouvoir traverser des institutions et des formes de conservation de la mémoire qui sont très différentes. Donc évidemment, en Inde, il y a toute la tradition des temples. Donc d'une part, quand on travaille sous les archives en Inde, on se retrouve à travailler sous les épigraphes, on se trouve à travailler sous les archéologues, on se trouve à travailler sous l'écriture du paysage même. Il y a toute la tradition. J'assistais récemment à un très beau colloque d'études védiques organisé par Sylvia Dintin, où il y avait des collègues de l'école française d'Extrême-Orient qui nous parlaient de magnifiques collections, évidemment, sur feuilles qui sont le support principal de l'archivage en Inde. Et c'est des feuilles de palmier qui sont gravées, pour ainsi dire. On n'a pas besoin d'encre parce que la pression crée d'emblée un décalage, un changement de couleur. Et en même temps, on voyait que ces feuilles, que ces papiers ne pouvaient pas être compris sans tout l'apprentissage oral qui allait avec un contexte indien. C'est-à-dire que ces traces écrites ne sont qu'un support très souvent très tardive d'une tradition orale qui passe vraiment par les corps, par les sons, par les mots. Donc effectivement, c'est une panoplie beaucoup plus vaste de différents éléments, et c'est pour ça qu'effectivement, il me semble important de rappeler la variété, non seulement des institutions de conservation, comme Nathalie le rappelait, mais vraiment la variété de ces objets que nous avons l'habitude de désigner avec souvent une seule et même étiquette. Oui, d'accord, parfois pluriel, parfois singulier, mais c'est vraiment extrêmement polysémique, et ça en fait un intérêt, ça en fait aussi une difficulté quand on pense à comment traverser ces continents, comment mener cette exploration. Et justement, j'en viendrai volontiers à une question très vaste, on a peu de temps, mais en vous écoutant, donc j'étais fascinée parce qu'en plus j'avais
cassé une partie où justement j'ai mis en valeur la vie, les vies aussi dont on trouve les traces. Et donc j'étais évidemment par opposition à toute cette idée de l'archive. On comprend que Mbembe vit aussi des faits extrêmement violents et que donc cette thématique de la mort, elle est elle-même très vécue et très vivante. Mais bon, c'est vrai qu'il y a cette idée du fétiche de quelque chose qui est mort contre l'idée de Dilthey et d'une vie. Et en même temps, vous avez dit à un moment donné que les archives donnent vie au texte, alors qu'en vous écoutant, je me disais que les archives donnent vie à tout un tas d'éléments. Donc la question, vu l'heure très complexe, mais quand même, est à quoi donnent vie les archives? En tout cas, Florence Weber a bien raison de souligner l'importance des musées qui sont un peu sortis de notre champ de réflexion, mais qui ne font pas quand même partie des sciences de la nature. Je sais bien qu'on conserve les archives de chimistes ou de physiciens en se disant que ça intéressera l'histoire des sciences du futur, mais il y a quand même une différence. Je suis peut-être trop influencé par la Geistesgeschichte et par Dilthey, entre, disons, les sciences de la nature pour lesquelles c'est un peu marginal. On sait d'ailleurs que les historiens des sciences ont toutes les difficultés à être reconnus par les scientifiques eux-mêmes et les sciences humaines. Bon, voilà. Mais je pense effectivement qu'il vaut mieux remettre la suite de la discussion plus tard.